Aux réponses des ministres du Commerce, du Pétrole et de la Santé. Le ministère de l'Intérieur lance le projet Renforcement des capacités de la sécurité intérieure, financé par l'Union européenne. Et lancement des activités préparatoires de la campagne nationale de la vaccination anti-Covid-19 qui démarre demain mardi. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. D'abord, le courrier du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de condoléances à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de feu Cheikh Mansour Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah. Le président a exprimé sa compassion ainsi que celle du gouvernement et du peuple mauritanien à l'endroit de l'État du Koweït, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de l'immensité de sa miséricorde et de l'accueillir dans son saint paradis. À la une de l'actualité de ce lundi, 3 plénières, toutes consacrées à l'audition des ministres du Commerce, du Pétrole et de la Santé. Ce dernier était interpellé sur les mesures prises par son département pour faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19. Son homologue du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdou Salem Mohamed Salem, a quant à lui apporté des éclaircissements relatifs aux mesures prises pour garantir la gestion transparente de la ressource découlant de l'exploitation du champ gazier Ahmeyim. Auparavant, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Hamdi Meknas, a répondu à une question orale relative aux mesures prises par son ministère pour protéger le consommateur. Compte rendu, Abdullah Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, la réponse aux questions orales des parlementaires Mohamed Lamine Ahmed Regueile et Abdessalam Ould Horma. La première concerne les procédures mises en œuvre par le secteur du commerce afin de protéger les consommateurs face à la fraude et contrefaçon. Souligne-t-il, quelles sont les mesures prises par le département du commerce pour permettre aux citoyens de disposer de produits et de médicaments de qualité et à des prix raisonnables? La deuxième question concerne les obstacles à la mise en place d'une autorité supérieure indépendante pour la protection des consommateurs. En réponse à cette interpellation, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Hamdi Meknas, a affirmé que la nouvelle structuration des départements ministériels comprend la mise en place d'organes administratifs chargés de veiller à la qualité des produits et services. Ils sont aussi responsables de la protection des consommateurs et d'évaluer et d'étudier les mesures nécessaires liées à la qualité des aliments et produits destinés à la consommation. Toujours à l'hémicycle, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a été interpellé par les députés Kadiata Malik Diallo, Mohamed Lamine Sidi Mouloud et Mohamed Yahya Talib Ahmed. La première question dans ce cadre est relative aux procédures qui ont été adoptées afin d'assurer une gestion transparente des richesses issues de l'exploitation du champ gazier d'Ahmeyim, qui sera opérationnel d'ici 1 voire 2 ans. La seconde interrogation se rapporte à la disponibilité de l'électricité, particulièrement pour les ménages résidant au niveau de la capitale. La troisième question s'articule autour de la contribution du secteur du pétrole, des mines et de l'énergie à l'économie nationale et une clarification des contours du contrat liant l'État mauritanien à la société Kirostasias. Le ministre du Pétrole, des mines et de l'énergie a indiqué que le département qu'il préside est à pied d'œuvre afin de remédier au retard lié à l'exploitation du champ gazier d'Ahmeyim. Il a ensuite souligné que les décisions qui seront prises dans cette optique relèvent d'études approfondies et de politiques rationnelles. Concernant la Somalek, Abdessalam Ould Mohamed Saleh a déclaré que ces délestages qui ont été enregistrés à Nouakchott sont passagers et que la Somalek œuvre afin de fournir un service de qualité
aux usagers. Enfin, le ministre de la Santé Sidi Ould Zahaf a été interpellé par les députés Mohamed Lamine Ahmed Regueile et Sid Ahmed Mohamed Hassan. La première question est liée aux conditions de travail du personnel soignant à la lumière de la pandémie du Covid-19. Le député s'est enquis des conditions de travail du staff médical. L'autre question est liée au bilan et leçons tirées de l'avènement de la Covid-19. Ainsi, la question du député concerne l'acquisition d'équipements de qualité, particulièrement de respirateurs et matériel de réanimation par le département de la santé. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a affirmé qu'une stratégie nationale sur la gestion et la surveillance épidémiologique a été mise en place. Il a par ailleurs souligné que 80 millions de la nouvelle Ouguiya ont été mobilisés au profit de 2636 employés de ce secteur répartis sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 3 millions d'euros, c'est l'enveloppe consentie par l'Union européenne pour financer les activités du tout nouveau projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Le coup d'envoi de ce projet a été donné ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Merzouk. Bokar Baylaba nous en dit plus. Promouvoir le respect des droits humains et renforcer la confiance entre les communautés et les forces de sécurité et la lutte contre les violences basées sur le genre, tels sont les objectifs de ce projet. Pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, le tandem sécurité-droits humains occupe une part importante dans le programme du président de la République. Cette vision met en parallèle les exigences sécuritaires et gouvernementales et les normes internationales en matière de droits humains. Il a indiqué que ce projet permettra aux forces de sécurité nationales d'acquérir de nouvelles compétences en matière de respect et de protection des droits humains et de renforcer la sécurité publique. Mohamed Salem Ould Merzouk a fait savoir que des réformes touchant principalement la sécurité publique, routière et civile sont actuellement en cours de réalisation. Pour l'Union européenne, le respect et la promotion des droits humains et la protection de l'individu contre toute atteinte à son intégrité sont au centre de ses actions. Je voudrais rappeler que le respect et la promotion des droits de l'homme et la protection de l'individu contre toute atteinte à son intégrité sont au centre de l'action de l'Union européenne dans tous les domaines d'intervention au Sahel. L'Union européenne a dans ce sens adopté récemment une nouvelle stratégie intégrée pour le Sahel, dans laquelle elle réitère notamment son engagement à soutenir les efforts de lutte contre les violences des droits humains, y compris par les forces de défense et de sécurité, à promouvoir activement auprès de ses partenaires sahéliens le respect du droit international humanitaire et à renforcer la protection des populations civiles avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Je profite de cette occasion pour remercier les forces de sécurité de la Mauritanie pour l'intérêt et l'engagement montrés sur les sujets que je viens d'évoquer et pour la collaboration fructueuse et la participation active aux différentes activités. Et pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le projet puise sa pertinence du fait que les forces de sécurité intérieure et tous les acteurs œuvrent pour la protection et la promotion des droits humains. Ce projet part du constat que les forces de sécurité intérieure, ainsi que tous les acteurs de la société civile et des institutions nationales œuvrant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains, contribuent aux actions engagées au niveau international pour assurer la sécurité des pays du G5 Sahel et lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ce projet a ainsi pour objectif principal de promouvoir le respect des droits humains et du droit international humanitaire afin de prévenir et réduire les violations des droits humains dans l'espace G5 Sahel, et ce, à travers la consolidation des capacités de forces de sécurité intérieure, le renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et les communautés. Ainsi, la mise en œuvre de ce projet contribuera à la réalisation des objectifs partagés inscrits dans le cadre du partenariat du développement durable au Sahel. De par son approche, ce projet de renforcement de capacité des forces de sécurité intérieure participe à cette volonté de mettre en œuvre des actions communes et à cet égard en concordance avec l'orientation de la déclaration de Dakar. En effet, dans un contexte régional
plus que fragilisée, la mise en œuvre de ce projet témoigne de l'importance de contribuer de ces façons complémentaires aux agendas sécuritaires des pays de G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Tafrazaïna, Taleb El Mahajoub, qui a loué les efforts déployés par l'État mauritanien pour promouvoir les droits humains et renforcer les capacités des forces de sécurité. En somme, ce projet est de nature à intégrer la perspective des droits de l'homme dans le travail des forces de sécurité pour une meilleure protection des droits de l'homme en travaillant au quotidien avec la population. Toujours au chapitre de la coopération, la signature ce matin au siège de la région de Nouakchott d'une convention tripartite entre le domaine de la lutte contre les pandémies et la préservation de la qualité de l'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale, de la réforme et du système éducatif et le directeur général de l'UNESCO étaient présents. Amina Mitrilil. La signature d'un accord de coopération entre l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'ESCO, la région de Nouakchott et des prestataires de services importants dans le domaine de l'éducation virtuelle mondiale. C'est l'objet de cette rencontre organisée par la région de Nouakchott. Une rencontre qui intervient en appui aux efforts déployés par la région de Nouakchott dans le domaine de l'éducation en général et de l'enseignement à distance en particulier. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme, M. Mohamed Menaini Ouleyi, a affirmé l'importance de la présente convention signée entre son ministère et la LESCO d'un côté et la région de Nouakchott de l'autre côté. Il a également loué les efforts fournis par la LESCO dans le développement du secteur de l'éducation et le rôle qu'a joué la région de Nouakchott à travers la mise en place d'une plateforme numérique qui a permis à un grand nombre d'étudiants d'accéder sur Internet au contenu ayant contribué à l'amélioration de leur niveau et à leur réussite aux derniers examens. Consciente de l'importance de l'éducation et du rôle que joue la technologie à ce sujet, ainsi que les opportunités qu'elle met à disposition, la région de Nouakchott, représentée par sa présidente, Mme Fatima Bint Abdelmalek, a affirmé l'importance de cette convention qui permettra à la région de Nouakchott l'octroi d'une plateforme éducative professionnelle plus flexible et plus adaptée aux besoins actuels de l'enseignement. Elle permettra également un apprentissage interactif en temps réel entre les étudiants et leurs encadreurs. Les résultats de l'expérience de la région de Nouakchott, poursuit M. Abdelmalek, lors de l'année passée ont été très encourageants malgré l'adoption pour cette première expérience d'une plateforme numérique non spécialisée de l'éducation. Elle a permis à 5000 élèves d'accéder aux cours qui se sont axés essentiellement sur les matières de base en raison de 6 séances de cours par semaine pour chaque discipline. Les participants à la cérémonie de signature souhaitent la multiplication des résultats obtenus l'année dernière et que cette expérience soit un élément motivant pour inclure l'enseignement numérique dans le système national d'éducation. Dans le domaine de la santé, la Mauritanie a commémoré aujourd'hui la journée internationale du donneur de sang, l'occasion pour les responsables du Centre national de transfusion sanguine de féliciter les donneurs de sang pour leur action humanitaire en faveur des malades. Mohamed Khatat. Le pays a célébré aujourd'hui, 14 juin, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale du donneur de sang. L'événement a été l'occasion pour le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, de faire remarquer les résultats importants dans le don du sang réalisé ces dernières années par le Centre national de transfusion sanguine grâce aux donneurs de sang, autant des forces armées que des militants des associations et organisations de la société civile. Le ministre a loué les nobles efforts des uns et des autres permettant de sauver des personnes inconnues, ce qui, a-t-il dit, représente un sentiment de solidarité avec ceux qui ont besoin de sang à tout moment, notamment les femmes enceintes, les enfants, les patients d'insuffisance rénale, des malades du cancer et des accidentés, entre autres. Le Zahav a indiqué également que la collecte, le stockage et le traitement du sang nécessitent des infrastructures et des équipements techniques qui n'étaient pas disponibles dans notre pays ces dernières années. Rappelant que le nombre de donneurs permanents a augmenté depuis la création du Centre national de transfusion sanguine en 2002 jusqu'à atteindre 20 568 donneurs en 2020.
Il a également souligné que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a chargé le gouvernement d'assurer le plus haut niveau de santé possible aux citoyens et de fournir les conditions appropriées pour atteindre cet objectif. Le ministre de la Santé a appelé les forces vives, les responsables, les élus, les jeunes et les militants de la société civile à s'engager dans cet effort national en raison de son importance et de son bénéfice pour le pays et pour les donneurs eux-mêmes. De son côté, la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Mme Khadija Abba, a indiqué que le sang est l'un des besoins les plus importants dans la prise en charge des femmes enceintes. En Mauritanie, les besoins de sang sont particulièrement importants pour la prise en charge de toutes ces femmes enceintes exposées à des risques d'hémorragie au cours de leur grossesse ou dans le postpartum. Tous ces nouveau-nés et ces enfants souffrant d'anémie sévère, entre autres. D'autre part, les besoins en produits sanguins ont connu une importante augmentation avec la création d'infrastructures hospitalières modernes, avec des plateaux techniques performants, en mesure de prendre en charge des pathologies lourdes relevant de l'oncologie et des interventions chirurgicales complexes telles que la chirurgie cardiaque nécessitant de grandes quantités de produits sanguins. Pour sa part, Amina Kelly, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, a souligné l'importance de cette commémoration. Le 14 juin de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé célèbre la journée mondiale du donneur de sang afin de susciter une prise de conscience accrue des besoins de sang et de produits sanguins sécurisés tels que le plasma. Cette journée nous offre aussi l'occasion d'exprimer notre gratitude à tous les donneurs de sang volontaires et non rémunérés pour ce cadeau qui sauve les vies. En marge de cette manifestation, des attestations de fidélité aux dons de sang ont été attribuées aux forces armées et aux associations de la société civile qui ont contribué à alimenter la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine et à combler la pénurie qui survient parfois dans le sang. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime se trouve dans la capitale économique. Dioul Zein en a profité pour visiter les structures économiques en relation avec la pêche. Il a auparavant rendu visite à l'autorité de la zone franche, Mamadou Gueye. Journée marathon pour le ministre des Pêches qui a visité le polygone industriel de Bountiya à Nouadhibou. Il s'est rendu tout d'abord au siège de la zone franche où il a présidé la réunion avec les responsables de l'institution. Créée en 2013, la zone franche a pour objectif de renforcer l'activité économique existante, développer le tourisme ainsi que les fonctions tertiaires, concevoir un projet de développement urbain pour catalyser l'attractivité du territoire et concourir au bien-être des populations. Telle est la quintessence de la réunion tenue ce matin. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au quai de pêche artisanale de la baie de Ropo. Dans sa présentation, le directeur général de l'établissement a souligné l'importance du rôle que joue le port dans la promotion et la stabilité sociale. Doté de nombreuses infrastructures, le port accueille quotidiennement 35 à 40 000 personnes, embarquement de 5 000 pirogues et 300 bateaux de pêche côtière. Abrite également des usines de traitement, de magasins de conservation, de stockage de poissons. La sécurité est assurée par des unités de la gendarmerie nationale. Le ministre s'est ensuite rendu dans l'une des agences du chantier naval. Son but, disponibiliser l'ensemble de l'avitaillement dont les embarcations ont besoin en termes de pièces de rechange, d'huile, de carburant et de matériel nécessaire à la bonne conduite des opérations de navigation en mer. Et cela en appui à la construction des bateaux de pêche côtière et autres embarcations qui sont appelées à procéder à la relève de nos bonnes vieilles pirogues, plusieurs fois centenaires. La délégation a visité le chantier de construction d'une unité industrielle de traitement de pélagique d'un investissement de 10 millions d'euros. L'usine entend employer près de 400 personnes, dont 60% de femmes. Elle comprend une production brute de 400 tonnes jour avec une capacité de stockage de 10 000 tonnes. Le port autonome de Nouadhibou a ensuite accueilli la délégation ministérielle. L'établissement créé en 1975 a parachevé
toute la réalisation de grands projets qui ont permis d'accroître sa capacité d'accueil, d'augmenter le nombre de ses structures. La pêche représente plus de 70% de ses activités. Il est également un centre de services dans les domaines de transport, de l'industrie, de l'import-export et jouit d'un emplacement idéal qui le met à l'abri des vagues. Le quai commercial, aujourd'hui impacté par le Covid-19, l'arrêt biologique, a une longueur de 1000 mètres avec une profondeur de 7,2 mètres. 2 autres quais permettent l'accostage de chalutiers et de bateaux commerciaux. Le Cap Blanc est une société d'élaboration et d'exportation de poissons implantée au cœur même du port autonome. Il emploie plus d'une centaine de personnes et ses produits visent le marché européen. Le ministre a également visité les installations de l'usine de pêche Polydong. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables de l'usine, il a été question du respect du cahier de charges qui a amené la réalisation de cette infrastructure. La Mauritanie entend respecter ses engagements bilatéraux, mais exige que les termes de l'accord de l'implantation soient respectés en termes d'emploi et d'engagement pris dans différents domaines. La délégation ministérielle a visité les différentes composantes de l'usine et le quai du port. Ici à Nouakchott, son homologue de l'agriculture a présidé l'ouverture d'un atelier régional de formation sur l'utilisation des drones dans la lutte anti-acrédienne. Abdullah Damaba. Cette formation à laquelle prend part les 10 pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des outils d'alerte précoce, en particulier la collecte de données sur les criquets pèlerins et autres prédateurs des cultures. Ce projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO par le biais de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Le ministre de l'Agriculture a précisé que la protection des cultures et espèces occupe une place importante dans le cadre des politiques et programmes du gouvernement. Il a par ailleurs mis en avant les stratégies qui ont été mises en œuvre par notre pays et ce, en collaboration avec les pays de la région. Grâce à ce projet, les capacités d'intervention des pays de la ligne de front de la CLCPRO ont été nettement renforcées pour leur permettre de faire face dans le futur à n'importe quelle recrudescence acridienne. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui en est la meilleure preuve pour mettre en exergue tout l'engagement des acteurs impliqués dans la gestion du criquet pèlerin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler tout particulièrement l'importance de la création de la force d'intervention de la région occidentale, basée ici en Mauritanie, dont l'objectif est de mettre en œuvre un outil opérationnel de coopération régionale qui assure et renforce les activités de prospection et de lutte préventive. Après le lancement de cette formation, la délégation s'est enquis du matériel qui a été acquis dans le cadre du renforcement de la force d'intervention dans la région occidentale, ce qui permettra de renforcer les capacités du FIRO, qui constitue le dispositif d'intervention de la CLCPRO, Commission de lutte contre le criquet pèlerin en région occidentale. Et dans le volet de l'emploi, l'agence du même nom, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, a commencé la réception des dossiers des candidats désireux d'obtenir des financements pour leurs projets via les guichets implantés dans toutes les wilayas. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est rendu pour l'occasion dans certains guichets. Amina Khlila. Voici un échantillon des dizaines de guichets ouverts dans toutes les capitales de wilaya, en plus de certaines muqata'a. Les guichets continuent d'accueillir les demandes de financement des projets générateurs de revenus issus des secteurs productifs tels que l'élevage, la pêche, l'agriculture, la prestation des services, en plus de l'adoption de la possibilité de soumission à distance à travers la page Internet créée à cet effet. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Oulsid Ahmed, a expliqué que la digitalisation du processus intervient compte tenu du groupe des bénéficiaires ciblés. Ce groupe est cette fois-ci les jeunes diplômés. Les nouveaux secteurs productifs inclus, poursuit le ministre, sont ceux des nouvelles technologies et de l'environnement, et ce, en plus des secteurs habituels. Autre aspect également pris en considération, la transparence, qui fait que l'agence n'est plus responsable directe des financements qui ont, à leur tour, été affectés à une autre entité indépendante. Le ministre n'a à l'occasion pas manqué d'encourager les jeunes à s'investir et à annoncer l'existence d'autres financements destinés au milieu rural.
Le premier jour a vu une large participation, surtout de la part des jeunes et femmes, ce qui a généré une grande pression au niveau des guichets chargés de réceptionner et orienter les dossiers. Ce jeune monsieur affirme qu'il s'est porté candidat pour le programme Mehenti puisqu'il préfère avoir un emploi stable sans risque d'échec ou de perte, mais qu'il ne sait pas vers où s'orienter. Pour cette dame, il y a beaucoup de confusion par rapport à la démarche qu'il faut suivre. Elle a été orientée à plusieurs agences pour revenir finalement au point de départ. Dans ce contexte, le ministre a expliqué la vision globale visant à absorber le chômage et à créer des initiatives génératrices de revenus. Il a affirmé que les problèmes rencontrés au départ seront améliorés et atténués jour après jour, que le ministère assurera l'accompagnement des opérations et l'amélioration des conditions des dépôts des dossiers ainsi que la transparence dans leur tri afin d'assurer la meilleure gestion possible de cette gamme de programmes destinés à diminuer largement le taux de chômage parmi les jeunes Mauritaniens. L'habitat, un domaine qui s'inscrit par ailleurs dans la préoccupation des pouvoirs publics, notamment en termes de résolution des litiges relatifs à l'octroi des terrains. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a décidé apparemment de prendre à bras-le-corps ce problème. Sid Ahmed Mohamed, lors d'une visite dans les quartiers Tarhil et Toujenine, a assuré qu'il réglera les différends impliquant 300 familles dans cette zone. C'est le lancement de la troisième phase de l'opération de l'octroi des parcelles de terrain aux citoyens ayant droit et le règlement de la situation de l'occupation anarchique à Nouakchott. Supervisant cette opération, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, a constaté des visites certains cas de problèmes fonciers. Il a donné des instructions aux responsables pour régler définitivement ces problèmes afin que les citoyens puissent disposer des parcelles de terrain dûment répertoriées. Le siège de l'Agence du développement urbain a constitué la seconde étape de sa tournée. Dans cette structure, le ministère s'est rendu dans les différents départements. Il s'est enquis du fonctionnement des services fournis par l'agence aux citoyens. Le ministère a reçu des explications détaillées présentées par les responsables de l'agence sur les défis et les dysfonctionnements qui pourraient entraver l'action de l'établissement. Monsieur le ministre a tenu une réunion avec les chefs des services de l'agence au cours de laquelle les différents aspects du fonctionnement de la structure ont été évoqués. À l'issue de cette visite, le ministère a déclaré que le lancement de cette opération a pour but de régler les problèmes liés aux implications des dossiers fonciers. Il a souligné que son département prend en compte les problèmes soulevés. Il a exhorté les responsables à améliorer la performance de l'agence et à adopter la transparence comme un principe directeur dans son action. Le ministère a invité les citoyens d'accepter les critères suivis par l'agence pour régler définitivement les problèmes fonciers datant de longue date. Cette visite d'information dans les locaux de l'Agence de développement urbain, visant à accélérer l'opération de l'octroi des parcelles de terrain aux ayants droit, compte venir à bout du phénomène des quartiers anarchiques tout en donnant à Nouakchott le visage QC à une capitale moderne. Une bonne nouvelle pour les postulants à l'ouverture des jardins d'enfants privés. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a mobilisé 140 millions d'anciennes ouguiyas pour l'ouverture de 100 jardins d'enfants privés. Le programme relatif à ce financement a été lancé aujourd'hui par la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Naha Harouna. Bakar Baylaba. L'initiative de l'ouverture de ces jardins d'enfants revient aux sortantes de l'École nationale de l'action sociale qui n'ont pas été recrutées. Ce lancement s'est déroulé en marge de la cérémonie du démarrage du programme d'appui à l'enseignement préscolaire organisé par le ministère et qui axe sur la formation de 150 monitrices de jardins d'enfants. Et à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Naha Harouna, a indiqué qu'il a été décidé de créer 50 jardins d'enfants publics répartis sur la majorité des Muqata du pays. Elle a précisé que pour la première fois, 150 monitrices d'enfants ont été recrutées, ainsi que le financement de plus de 100 projets pour l'ouverture de jardins d'enfants privés. Elle a noté qu'un axe spécial a été introduit dans le programme prioritaire élargi du président de la République, destiné à élever le niveau de la demande et de l'offre sociale. Saleh Koul-Ejreib est le directeur des études et suivis au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Explique que le programme de financement va permettre aux jardins d'enfants d'appuyer leurs activités de manière efficiente et le ministère de tutelle accompagnera ces structures socio-éducatives.
Selon les récentes études dévoilées lors de la cérémonie, 80% du développement de l'esprit de l'enfant se réalise dans les premières années. Et les psychologues considèrent cette phase de vie de l'enfant comme phase critique où l'enfant a le plus besoin de soutien psychologique pour garantir son épanouissement. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekkay, a participé à New York à un dialogue de haut niveau convoqué par le président de l'Assemblée générale des Nations unies sur la désertification, la dégradation des terres et de la sécheresse. L'occasion pour elle de parler des efforts déployés par la Mauritanie dans la lutte contre ces trois phénomènes. Nous l'écoutons. A inscrit les enjeux interdépendants de sécurité alimentaire, de restauration des terres dégradées, de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des populations au cœur des objectifs de son programme prioritaire de relance post-Covid. Dans ce cadre, nous allons intensifier les efforts pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte et du programme de restauration des ressources forestières. Ces deux initiatives contribuent aussi, à travers le développement des chaînes de valeur vertes, à créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. En outre, la gestion durable des écosystèmes sera prise en compte dans la contribution nationale climat et dans la stratégie nationale sur la biodiversité, toutes deux en cours de révision. Au terme de ce dialogue, nous souhaiterions voir se concrétiser les multiples engagements internationaux en faveur d'une intensification des actions de restauration des milieux à la hauteur de l'envergure et de l'urgence des menaces. Je pense aussi que nous devons développer une véritable synergie d'action qui manque encore aujourd'hui, tant à l'échelle mondiale qu'au niveau régional et national. Je ne saurais terminer sans vous dire que la Mauritanie demeure pleinement engagée à poursuivre ses efforts pour une prise en compte plus exhaustive du capital naturel dans sa stratégie de croissance accélérée en vue de réaliser les objectifs de développement durable. La ville d'Attar, à partir de laquelle le commissaire à la sécurité alimentaire a donné aujourd'hui le coup d'envoi de l'opération des distributions gratuites de kits alimentaires aux familles démunies. Ceci accompagné du lancement de nombre de projets générateurs de revenus aux populations de l'Adrar. Mohamed Khatat. C'est à partir d'Attar, la capitale de la wilaya de l'Adrar, que la commissaire à la sécurité alimentaire a entamé sa tournée dans les wilayas du Nord. Ici, la commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé une opération de distribution de produits alimentaires aux familles nécessiteuses. Pas moins de 210 000 familles réparties sur l'ensemble du territoire national, dont 3 655 de la wilaya de l'Adrar, bénéficient de cette distribution. Ces aides sociales comprennent également le financement de 68 projets générateurs de revenus à hauteur de 1,15 million d'anciens Ouguiya. Le lancement des financements de ces projets a été l'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire de revenir sur les domaines d'intervention du commissariat et ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Elle a précisé que les champs d'intervention du commissariat à la sécurité alimentaire sont axés sur 3 composantes essentielles, à savoir les aides et interventions spéciales, le financement des projets générateurs de revenus, rehausser le niveau de la sécurité alimentaire dans les zones fragiles et vulnérables, l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est à cet effet, dira-t-elle, que le commissariat à la sécurité alimentaire, en plus de distribuer des kits alimentaires, entend lancer le financement de plusieurs projets générateurs de revenus dans un nombre de regroupements ruraux. Il va aussi réaliser des réseaux d'adduction d'eau, soutenir les cultures maraîchères, la réparation des puits, entre autres. Toutes ces interventions, dira Mt Khatri, s'inscrivent dans le cadre des instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à assurer la prospérité des citoyens, notamment les groupes les plus vulnérables. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Attar a loué ces interventions, estimant qu'elles viennent au bon moment. Passé cet échange de discours, la commissaire à la sécurité alimentaire a visité le centre de nutrition des enfants d'Attar avant de se rendre dans des boutiques vendant à prix réduit et dans des coopératives féminines bénéficiant des projets financés par le CSA. La commissaire
à la sécurité alimentaire était accompagné au cours de ces activités par le wali de l'Adrar, M. Hadadim Paliyatera, des responsables des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que par les élus de la wilaya. Démarrage demain sur l'ensemble du territoire national de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Ce matin, le secrétaire général du département de la santé, accompagné du représentant de l'UNICEF en Mauritanie, a supervisé le lancement des activités relatives à la campagne. El Haj Abdelahidine. Les préparatifs du lancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 battent l'air plein. Des moyens logistiques ont été mobilisés et des missions médicales spécialisées seront diligentées aux différentes régions du pays. L'objectif est de garantir le bon déroulement de la première campagne de vaccination anti-Covid-19, comme le précise la secrétaire générale du ministère de la Santé. C'est un grand honneur pour moi d'assister avec vous aujourd'hui à cette cérémonie annonçant le démarrage effectif des missions de supervision de la première campagne de vaccination anti-Covid-19. Le lancement officiel de cette campagne sera organisé demain, le 15, et présidé par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Pour garantir un bon déroulement de cette campagne, le ministère a voulu mobiliser la logistique nécessaire à la supervision de cette campagne. Donc aujourd'hui, plus de 30 véhicules vont quitter toutes les régions du pays. Je saisis donc cette opportunité encore pour remercier vivement nos partenaires techniques et financiers et particulièrement l'UNICEF pour l'appui à cette importante activité. Le représentant de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le partenaire technique principal dans cette campagne de vaccination, explique l'initiative internationale COVAX qui appuie les efforts de vaccination dans plusieurs pays, y compris la Mauritanie. Vous savez que cette opération COVAX est une opération mondiale qui engage beaucoup de pays à travers le monde qui sont en train de donner des doses de vaccins à travers l'initiative COVAX, qui est une initiative qui est une alliance menée par l'Alliance pour la vaccination Gavi, CEPI, avec bien sûr l'appui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'UNICEF. Ici aujourd'hui, nous avons aussi représenté les PTF avec l'Union européenne qui est là avec nous aussi pour participer à l'appui de cette campagne. La campagne de vaccination anti-Covid-19 qui sera lancée bientôt devrait limiter la circulation de la pandémie du coronavirus et réduire particulièrement le cas de décès liés au virus, notamment chez les personnes ayant une faible immunité, telles que les personnes âgées et celles atteintes des maladies chroniques. S'agissant de la pandémie Covid-19, elle a fait ces dernières 24 heures en Mauritanie. Un décès, 36 nouveaux cas et 39 malades ont été déclarés guéris. Sécurité et efficacité des opérations de manutention, c'est le thème d'un atelier de formation organisé ce jour au port autonome de Nouakchott, dit Port de l'Amitié, par la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Mauritanie, en coopération avec la Fédération des services de l'Union nationale du patronat mauritanien. La formation, qui dure 5 jours, profite à 25 participants relevant du port. Najia Jekani. La cérémonie d'ouverture de la formation archipédago a été lancée sur la sécurité d'efficience et des dockers du port de Nouakchott. Après des années d'exclusion et de négligence, les dockers sont assis côte à côte des administrateurs. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet formation, accompagnement et insertion dans le domaine portuaire. Le rêve des dockers a été ainsi concrétisé par l'accord signé au cours de cette cérémonie qui garantit leurs droits. Cet atelier a pour but la formation des dockers dans le cadre de la sécurité et de l'efficacité au niveau du chargement et du déchargement. À cette occasion, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Ahmed Bebaoul Alaye, a mis l'accent sur l'importance de ce projet premier du genre dans le pays. Ceci entre dans le cadre du projet Archipédago 2 FEDOP Mauritanie. Il a précisé que ces objectifs illustrent la volonté de maintenir la politique nationale dans le domaine de la formation professionnelle et technique.
Le président de la Chambre de commerce a indiqué que ce projet est un accord entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et le port de Nouakchott, qui vise d'une part à renforcer les efforts des autorités nationales dans la lutte contre le chômage au sein de la jeunesse et d'autre part à limiter ses effets négatifs sur la société. Le port de Nouakchott compte sur les programmes de formation et plus précisément sur celui du port de Marseille. De son côté, le directeur général adjoint du port de Nouakchott, M. Cheikh Bouye Cheikh Necher Mohamed Taqiyullah, a indiqué qu'ils ont la volonté politique, un capital humain important et l'intervention de la société Sogetrap qui formera une main-d'œuvre qui permettra au port d'être compétitif. Ce projet important réalisé par le port de Nouakchott en coopération avec la Fédération des services vise à impulser une nouvelle dynamique au niveau du port. Quant au représentant de la Fédération des services, M. Mohamed Ouloualit, il a précisé que cet atelier a pour but la sécurité du personnel, la manière d'utilisation des produits dangereux et la formation des manipulateurs. Il a loué les efforts fournis dans ce domaine. Le représentant de l'Union européenne, M. Limam Malik, a indiqué: cette initiative s'inscrit pleinement dans la priorité accordée au plus haut niveau par l'Union européenne et par le gouvernement mauritanien à l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion socio-professionnelle des Mauritaniens et Mauritaniennes. L'Union européenne fournit déjà un soutien considérable à la Mauritanie dans ce domaine, avec des actions en cours pour un montant de près de 40 millions d'euros, et ce projet vient donc compléter l'ensemble des actions. Cette formation, qui durera 5 jours, a été supervisée par des formateurs internationaux. L'objectif de ces formateurs est d'ancrer cette formation comme une certification mauritanienne et ainsi de garantir l'efficience et la sécurité du personnel dont les compétences auront été ainsi renforcées. Autre formation, cette fois-ci dans le domaine des marchés publics, celle organisée par l'autorité de régulation du même nom au profit des acteurs des marchés publics. La formation va durer une dizaine de jours. Eux, par contre, ils ont achevé leur formation dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Il s'agit de 400 jeunes répartis en 7 groupes. Ils ont débuté aujourd'hui une opération d'évaluation qui va durer une semaine. Retour à Najia Jekani. Durant 6 mois, ces jeunes ont suivi des exposés théoriques et pratiques dans le cadre de la formation sur l'hôtellerie et le tourisme. Aujourd'hui, ils sont évalués par des experts du domaine pour évaluer l'expérience qu'ils ont acquise au cours de cette formation. Celle-ci a commencé par la préparation des plats, l'accueil des clients et la prise des commandes. À cette occasion, le directeur de l'École nationale de la formation d'hôtellerie et du tourisme a précisé que cette formation regroupe les filières de l'hôtellerie et du tourisme. Il a indiqué que les participants seront évalués du 11 du mois courant jusqu'au 20. Il a ajouté que cette formation entre dans le cadre du programme prioritaire du président de la République. Il a signalé que l'école a été créée à la suite du Conseil des ministres du 11 novembre 2020. Plus de 40 de cette formation travaille grâce à la stratégie commerce de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, qui a supervisé la formation de ces jeunes en collaboration avec l'École nationale de la formation d'hôtellerie et du tourisme au Sénégal. À Karidi, précisément dans l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, qui a fait ses adieux aujourd'hui à la 6e et dernière promotion d'auxiliaires vétérinaires. Cette ultime promotion renferme 300 auxiliaires vétérinaires qui ont été formés dans les domaines de l'administration vétérinaire. Nous clôturons ce journal par la politique. Hier, le mouvement des jeunes du parti Sawab a organisé à Nouakchott un meeting de préparation du prochain congrès du parti. À cette occasion, le président du parti, Abdessalam Horma, a insisté sur l'importance de ce congrès qui, a-t-il dit, a été retardé du fait de multiples contraintes, notamment la pandémie Covid-19, qui a paralysé toutes les activités. Il a rendu un hommage au rôle important que joue la frange des jeunes qui constitue l'épine dorsale du peuple et son avenir, en appelant le gouvernement à rendre disponibles les opportunités d'emploi pour les jeunes.
Voilà pour l'édition de ce lundi. Merci de votre attention. Avant de retrouver votre émission Zoom sur, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient 3 plénières consacrées aux réponses des ministres du Commerce, du Pétrole et de la Santé. Le ministère de l'Intérieur lance le projet renforcement des capacités de la sécurité intérieure financé par l'Union européenne. Lancement des activités préparatoires de la campagne nationale de la vaccination anti-Covid-19 qui démarre mardi. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.